Bonsoir à tous, je vais vous chanter un petit morceau d'une chanson qui m'a boosté pendant toutes ces années. Et pendant ces années, bon, j'étais, vous le savez, un peu en mode solo. Et, euh, et en fait, c'est une chanson de Jul. Je sais que beaucoup de personnes ont douté que je puisse écouter Jul, que je pouvais kiffer Jul par rapport au fait que j'étais plus rock and roll et que j'étais pas très rap dans les 20 premières années de ma vie. Mais quand j'étais mariée à mon ex-mari, il m'a fait découvrir la chanson française, le rap, et là j'ai développé une acuité un peu au texte français parce que enfin je veux dire à force d'écouter du rock and roll, on n'a plus l'oreille très affûtée euh, par rapport au texte français. Donc j'ai dû déjà habituer mon oreille à écouter du français chanter, parler. Et ça c'est ce que m'a appris mon ex-mari, son frère, etc. C'est-à-dire à développer mon oreille puisque j'étais beaucoup plus visuelle au final. Enfin même si j'avais, enfin voilà, j'écoutais beaucoup de musique, j'étais sensible. C'est vrai qu'à l'école, j'ai été plus visuelle que auditive, quoi. Et en fait, écouter du texte en français régulièrement, voilà, ça aide aussi à développer une partie d'intelligence. Et ils m'ont ouvert au monde du rap. Et j'ai kiffé. J'ai kiffé parce que ça parlait. Moi, j'étais dans un groupe un peu bobo rock'n'roll, anciennement hippie, enfin, dont les parents avaient été plus ou moins hippie, etc. Et c'est vrai que on avait tendance un peu à se dénigrer entre les rappeurs, les rockers, à l'époque, les métalleux, etc. On s'aimait pas trop. Et en fait, personne n'a vraiment compris pourquoi je change de bord. Tiens, un coup je suis avec des clubbers, je vais en boîte, après je vais avec des métalleux, après je suis avec des skateurs. Bon, c'est juste que moi j'avais envie d'apprendre à connaître le monde. Je vois pas pourquoi je serais restée cantonnée à qu'un seul groupe toute ma vie. Je veux dire, à un moment donné, ça n'a pas de sens. C'est bien d'apprendre à se connaître les uns les autres, à savoir ce que disent les autres, d'échanger, etc. dans la paix. Et pour ça, il faut aussi apprendre à se connaître et comprendre aussi les délires des autres, ce qu'ils aiment, ce qui les anime. Et c'est dommage parce que je pense qu'il y a des gens qui ont viré un peu barjot, parce qu'à force de rester toujours dans le même truc, à jamais changer en disant non, on peut pas sortir du groupe, non, on peut pas rester. Bah si, en fait, on peut en sortir, on peut aller voir ailleurs si on y est, hein. Voilà, et moi j'y ai trouvé beaucoup de choses. Je suis allée en teuf aussi, j'aime la musique électro, j'aime la musique, je sais pas moi, hispanique, cubaine, hein, indienne, voilà. On n'est pas obligé d'être toujours dans les musiques du monde. Bon, ça, il y a tas de gens qui le font, mais oui, c'est le côté éclectique, hein. On est éclectique, on aime un peu tout et on a le droit. Et on a même le droit d'aller et rester avec des gens différents. Voilà, et en réalité, ce que bon, voilà, il y a des rappeurs, c'est sûr que je kiffe plus que particulièrement. C'est vrai que j'ai mes préférences. J'ai bon, Medine, Kerry James, Jul, évidemment, et Orelsan. Voilà, ça c'est les quatre grands rappeurs pour moi, français. Bon, les autres, je les connais, je les comprends pas, donc je vais plus axer sur la musique, le rythme. Voilà, après, bon, Tupac, oui, c'est sûr, c'est une référence, ça c'est indéniable, et j'aurais pas d'autres références peut-être à donner en tant que rap américain. À part le mari de Beyoncé, du coup, mettons la femme en valeur. Et bref, et voilà. Et non, mais j'ai une amnésie, les gars, j'ai une amnésie, et du coup, je sais plus comment il s'appelle. Le mari ou l'ex-mari? Du coup, j'ai pas compris. Qu'ils se remettent ensemble, hein, s'ils s'aiment, hein. Franchement, c'est pas la peine d'aller faire le jeu des couleurs pour se dire on n'est plus ensemble, on est ensemble. Tranquille, hein, c'est le cœur qui décide, hein. Donc, voilà. C'est aussi pour ça que je me suis un peu bagarrée. Voilà, j'ai pris un peu tout ce que je pouvais sur le dos pour faire avancer les gens dans la bonne direction, quoi. Voilà, hein. Merci. Merci Dieu de m'avoir aidé dans cette entreprise. Et puis,
Donc voilà, donc il y a une chanson que j'ai particulièrement kiffée de Jul qui m'a fait avancer. En fait, j'ai vraiment découvert la musique de Jul parce qu'avant j'étais un peu comme tout le monde. Jul, j'avais des a priori, je savais pas qui c'était, comme d'hab. Et alors après, voilà, c'est vraiment, c'est en 2016. Voilà, lors d'un passage que j'ai réussi grâce à Dieu en 2016. Bon, j'ai compris que j'étais passée prêtre à ce moment-là, donc du coup c'est cool. Mais voilà, en fait, j'ai découvert les chansons de Jul, que en fait on se connaissait, qu'on avait peut-être une histoire en commun, que peut-être il était amoureux de moi, mais j'y croyais pas. Je me disais, mais c'est quoi ce délire? Comment il y a des gens qui chantent des chansons sur moi? Enfin, c'est le truc que je découvre aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant, dans le monde entier, des gens chantent des chansons pour des gens qui sont en fait pas connus. Voilà. Il n'y a pas besoin de passer par la télé pour être connu. Il n'y a pas besoin. Enfin, et en fait, même les stars qui passent par le cinéma, la télé, ils font des trucs pour des gens genre comme moi, quoi. Et genre, je le découvre, je savais pas du tout que ça existait, ça. Moi, j'étais vraiment dans un autre truc, c'est-à-dire on était tous les inconnus de tout le monde, et puis voilà. Donc, j'ai pas compris ça. Donc, merci Dieu, maintenant je le sais. Et puis, et je suis désolée, je pense qu'à un moment donné, faut aussi parler des choses. Je pense que les gens sont fatigués de ne pas pouvoir parler des choses concrètement. Donc, moi, je le fais. Ceux qui voudront le faire, bah, pourront le faire. Ceux qui veulent pas le faire, bah, qu'ils le fassent pas. Voilà, à un moment donné, je pense qu'il faut avancer dans cette direction-là et assumer un peu plus les choses. Et voilà. Donc ça, c'est des choses qui vont faire aussi du bien au moral, du baume au cœur. Je pense que les gens sont fatigués de devoir rien dire, absolument rien dire. Voilà. Et puis, je pense qu'il faut faire les choses comme elles viennent, hein, naturellement, dans son cœur, et arrêter de se juger si les choses elles sont faites naturellement. Enfin, je veux dire, voilà, laissons vivre ce naturel, en fait. Laissons-le vivre, ce naturel. C'est aussi la cause que défendait Rousseau hein, dans l'éducation des enfants. À un moment donné, laissez-le vivre, ce naturel. Il y a du bienfait, il y a Dieu derrière, ne vous inquiétez pas. C'est dommage qu'on... Moi, je sais qu'on a fait partie d'une jeunesse où on passait quand même beaucoup de temps dans la nature, beaucoup de temps à l'extérieur. Et c'est une éducation, la nature est une éducation pour l'homme, en fait. Et on est en train de la tuer, de la saccager. Comme si c'était la mère nature qui était responsable des maux humains. Je veux dire, à un moment donné, non, elle n'est pas du tout responsable. Mais par contre, c'est vrai que les mères, et là c'est très symbolique aussi, ce que je vais vous dire, c'est que malheureusement les mères, ce qui était tenu d'être une maman référente, douce pour les enfants, dans la bienveillance, etc., ont eu des comportements complètement hallucinants envers leur propre progéniture. C'est-à-dire qu'elles se sont autorisées à avoir des comportements avec des enfants elles-mêmes en tant que mères, d'une perversité sans nom, que ce soit mère, grand-mère, hein, d'ailleurs, peu importe, tante, ce que vous voulez, mais d'une perversité sans nom, sous prétexte que pour des raisons elles ont été abusées aussi, et du coup refont aux autres ce qu'elles n'ont pas aimé qu'on leur fasse. Hein. Alors que le principe, c'est ne pas faire ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse. Donc là, c'est-à-dire, moi j'ai souffert, donc je vais te faire souffrir aussi à ton tour. En gros, c'est ça. Surtout quand c'était fait. Malheureusement, les perversions étaient faites par des référents religieux, hein, et qui ont fait qu'il y ait eu une détestation de la religion à un point ignoble. Forcément, quand on est aussi contradictoire dans les préceptes, on ne pouvait pas mieux détruire la religion que de cette manière-là. C'est-à-dire, je dis quelque chose, c'est-à-dire ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, et derrière, je te fais quelque chose que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. C'est-à-dire, je suis prêtre, entre guillemets, pardon, hein, les prêtres, je sais que vous n'êtes pas tous pareils, mais bon, enfin, quand même, vous êtes un bon exemple. Je suis prêtre, je prêche là une parole de bien, et derrière, je fais le mal. Donc,
c'est typiquement le genre de choses qui font que les gens ne vont pas avoir confiance ou, pire, vont s'habituer à défendre des bourreaux, d'accord? Puisque la norme, ce sera ça finalement dans le référentiel, c'est c'est dis et ne fais pas ce que tu dis. Donc du coup, finalement, les gens ont pris pour habitude de dire quelque chose par la parole et de ne pas le faire dans l'acte, et ça, c'est la norme. Je dis que je vais faire quelque chose, mais je ne fais pas dans l'acte, et c'est la norme. Donc, on normalise quelque chose qui n'est pas normal, ok? Moi, quand j'avais la vingtaine, même ado, on se posait la question, comment on définit la norme? Qu'est-ce que c'est la norme? Maintenant, je crois que les gens ne parlent même plus de ces concepts-là, en réalité, on dirait. À part ceux qui vont aller à Sciences Po, peut-être. Mais à un moment donné, la norme, c'est ce qui est rendu acceptable et normal par l'ensemble ou la majorité des individus qui composent une société. C'est ça qui va faire la norme. Mais à un moment donné, ça va pas. Parce qu'effectivement, si la norme, c'est la zoophilie, comment on fait? Parce qu'il y a un maximum de personnes qui vont pratiquer la zoophilie. Est-ce qu'on peut pas mettre la norme, enfin les valeurs positives de bien, dans la référence de la norme d'une société et pas dans un comportement max d'individus? À un moment donné, ça, la définition de la norme, déjà, elle était biaisée à partir de, je pense, des années 80. Parce qu'à un moment donné, s'il n'y a pas de religion, si on ne s'axe pas sur la philosophie qui quand même défend des principes, sur quoi on se base comme valeur? Du coup, parce que si c'est l'ambition qui est mise en avant, la compétition, etc., comme on le vit à l'école, ou l'humiliation, on a construit une société sur l'humiliation, la compétition, qu'est-ce que j'ai dit, la compétition, l'ambition, entre guillemets, ouais, le déshonneur aussi, la perte de la dignité, l'honneur, on s'en fout. Et c'est pour ça que le Japon, il a été comme ça touché de cette façon-là, parce que c'était le symbole d'une population qui défendait l'honneur, en fait. Si l'honneur était entaché, ils étaient prêts à se suicider. Donc là, dans une société aussi malade, le Japon, c'est en quelque sorte le poumon de l'humanité, de la représentation symbolique de l'honneur de l'humanité, de l'humain. Donc à un moment donné, je comprends pas que il n'y ait pas plus de beauté, en fait, dans notre monde, qu'il n'y ait pas plus de respect, qu'il n'y ait pas plus de gentillesse, qu'il n'y ait pas plus de bravoure, de courage, de symboles beaux. Enfin, moi, je suis allée voir des expositions, mais je me suis dit, mais c'est bien morbide. On dirait qu'on va voir de la merde. Enfin, tout est enlaidi, quoi. Tout est moche, tout est laid. Moi, ma mère m'a toujours dit, là où il y a de la beauté, il y a Dieu. Et pourtant, elle était même pas croyante à l'époque. Elle était athée, mais elle avait toujours ce truc-là de dire, quand il y a de la beauté, avec autant de perfection, c'est Dieu. Hein, surtout quand elle allait en Italie, quand elle va en Italie, elle est tellement heureuse quand elle va en Italie, elle se sent chez elle. Et c'est vrai que c'est beau, parce qu'en Italie, les gens, d'un coup, ils marchent et puis d'un coup, ils chantent un air d'opéra. Je veux dire, c'est un moment de grâce, en fait. Et on est en train de perdre toute la grâce de l'humanité, tout ça parce que, symboliquement aussi, c'est fort. Moi, je m'en rends compte, en tant que guérisseuse, c'est vraiment de se dire... mais les mères ont fait du mal à leurs enfants, donc forcément les hommes, ils veulent détruire cette mère nature, en fait. Parce que la mère naturelle qui les a portés, elle leur a fait vivre un véritable cauchemar. Et qu'en plus de ça, cette mère nature, symboliquement, quand on voit la chaîne du règne animal, on se dit mais c'est un monde de jungle. Donc déjà, en plus, nous, on s'est fait vivre un truc de jungle de fou. Mais en fait, on se rend compte aussi que nous, quand on est tourné vers le bien, là, on a vu de plus en plus d'exemples où même des animaux entre différentes espèces s'entraider, en fait. Et c'est ça le truc de fou, c'est-à-dire, quand on est tourné vers le bien, ça, comment dire, ça fait des ondes, en fait, comme on met une goutte dans l'eau, elle tombe et ça fait comment on appelle ça, des ondulations, enfin, je sais plus le mot, enfin bref. Donc, à un moment donné, c'est ça, des ondes, ouais. C'est le principe, en fait, c'est le principe. Mais je comprends aussi que la mère
a tellement fait de mal à leur progéniture, que ce soit par de la manipulation, que ce soit par les empêcher de les marier à des personnes qu'ils aiment, que ce soit les manipuler dans l'ambition, plus que dans l'ambition, dans les intérêts de leur enfant, mais dans les intérêts que ce soit de la famille ou d'elles, hein, parce qu'elles étaient hystéros. Je pense surtout aux familles qui sont vraiment dans des sphères un peu de la haute, hein, un peu riches. Je pense que des fois, vous êtes dans un carcan psychologique et dans des ambiances de merde, soyons clairs, hein, dans la haute, parce qu'il faut dire ce qui est. Les gens de la haute, on est là, on peut les critiquer parce qu'ils se tiennent d'une certaine façon, ou parce qu'ils ont telle attitude, ou parce qu'ils pensent pas peut-être assez aux pauvres, etc. Mais enfin, il y en a beaucoup qui font partie de ces personnes-là, de ces groupes de sociétés-là, qui souffrent en fait de tout ça et qui aimeraient juste un peu s'en battre les couilles, hein, comme moi, c'est-à-dire de devoir faire honneur, hein, à l'emblème de la famille, qui en a ras-le-bol de faire honneur à maman qui a payé je sais pas quoi pour ci, pour là, qui en ont marre de faire honneur, hein, je sais pas moi, à l'école, qui doivent représenter, parce que c'était là les poulains de cette école-là, etc. Et qui sont pris à la gorge parce que finalement ils portent des intérêts de tout un tas de groupes, que ce soit des ligues, des sociétés, des trucs, des machins, qui font qu'ils sont pris dans un carcan et qui ne vivent pas pour ce quoi ils ont été réellement incarnés sur Terre, au regard de Dieu. Ils ne valident pas le pacte qu'ils ont conclu avec Dieu avant de s'incarner sur Terre, ok ? Parce qu'on a tous, ça je vous en ai déjà parlé, passé un pacte avec Dieu qu'il faut valider sur Terre, ok ? Donc voilà, hein, chacun entre guillemets son fardeau, hein, à ce niveau-là. Et donc on en a ras-le-bol de ces parents qui n'ont pas eu la vie qu'ils voulaient et qui infligent à leurs gosses de ne pas avoir la vie qu'ils voulaient eux aussi. C'est-à-dire j'ai payé un truc cher, eh bien, au lieu de t'en alléger le poids, je vais t'alourdir pareil, si ce n'est plus, ok ? Voilà, à un moment donné, il faut complètement arrêter de marier les gens par intérêt. C'est pas vous qui détenez la clé des intérêts de vos familles sur le long terme et sur le cycle des générations. C'est pas vous qui détenez la finalité des combinaisons stratégiques que vous pouvez mettre en place, des nuits, des jours, hein, des années à pas dormir, à sacrifier des trucs qu'on vous a jamais demandé de sacrifier, surtout pas Dieu, hein. Donc, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter, il faut sortir de ces trucs-là. Et il faut se donner le droit de vivre, il faut se donner le droit à être heureux, il faut se donner le droit à se détendre, à être bien dans sa peau et que les choses iront bien. Parce que en réalité, ce qui va faire que ça va bien, c'est les graines de bien que vous allez planter, vous allez en récolter des fruits qui sont bons. Voilà, c'est tout. On reprend la parabole ou la métaphore, hein, du semeur, d'accord ? C'est que si on plante une graine mâle et qu'on ne l'arrose pas correctement et qu'on ne lui donne pas de l'amour et qu'on ne lui donne pas de la bonne terre et qu'on ne la chérit pas, etc., elle ne va pas pousser. Elle ne va pas donner de bons fruits. Même si vous voyez des fruits, on va dire avec des billets en soi, le billet en soi ne va servir qu'à acheter du matériel. À part vous faire plaisir à montrer ce que vous avez acheté comme matériel à vos amis juste pour vous faire jalouser, ou je veux dire, qu'est-ce que vous y trouvez comme compte ? Voilà. Parfois, il vaut mieux vivre plus chichement, ok, mais par contre, avoir droit à son bonheur. Avoir une maison de 550 mètres carrés, hein, n'a pas vraiment d'intérêt en soi. À part se dire, j'ai réalisé mon rêve, je suis riche, j'ai une maison de 550 mètres carrés. À un moment donné, vous allez voir que vous allez être beaucoup plus heureux parce que les gens, ils sont seuls en plus. Les 3/4 du temps, ces gens-là se sentent extrêmement seuls. Ils ont ce qu'ils veulent, mais ils sont dans une tour enfermée.
Donc ils sont malheureux, au final. Parce qu'au final, ils savent pas s'ils peuvent vraiment faire confiance à l'un, à l'autre, etc. Parce que les gens qui pivotent un peu autour d'eux, d'accord, sont là aussi pour leur prendre un peu de pognon, sont là parce qu'il y a de la gloire, etc. Donc au final, la confiance, elle est un peu touchée et on se sent très seul. Et oui, c'est des témoignages que j'ai un peu croisés comme ça sur mon chemin, effectivement. Et en réalité, si par exemple on ouvrait ces maisons, moi je dis, pourquoi tu n'ouvres pas ta maison, tu accueilles des gens, des pauvres, d'accord, des gens qui sont à la rue. La plupart des gens, c'est de dire, mais moi j'ai mérité d'avoir ce que j'ai. Est-ce que eux ils le méritent? Est-ce qu'ils ont fait l'effort? Moi je me suis battue pour avoir ce que j'ai. Eux ils ne se battent pas et je vais leur donner comme ça quelque chose. Parce qu'en réalité c'est ça qu'on enseigne, c'est-à-dire bats-toi pour avoir quelque chose. Parce que tu t'es pas battu correctement si tu es arrivé à ce niveau-là de vie. C'est ça en réalité. C'est-à-dire si tu es arrivé à cette vie-là, c'est que c'est de ta faute. On a toujours ce discours de méritocratie, c'est-à-dire que si tu es en bas, c'est que tu as fait de la merde. Moi, ce que je constate, c'était que j'étais très en bas, d'accord, j'étais aux poubelles, voilà, je parle cash, on m'avait mis aux poubelles. Les gens ils disent c'est les poubelles. Oui, mais il y a même Dieu dans les poubelles qui s'occupe des déchets dans votre histoire que vous avez oublié. Et en réalité c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous croyez que, et en fait non. Puisque des personnes, en réalité ce qui s'est passé c'est quoi? C'est que j'étais aux poubelles, pourquoi? Soi-disant c'est moi qui aurais trahi, mais en réalité c'est moi qu'on a trahi. D'accord? Parce qu'il y a une question de temporalité. C'est-à-dire il y a des choses que j'ai faites pour des raisons que les autres ont décidé d'ignorer. Et ont décidé d'expliquer l'histoire par un certain biais, un certain prisme, qui était le leur. Et là, je pense aux histoires des colonies, évidemment, c'est un petit parallèle. Donc, je fais une action, ok, de trahison, soi-disant, et donc, l'autre dit, elle a fait ça, c'est une traître, on ne peut pas lui faire confiance, ok? Alors que quand on va chercher mon explication, ok, si on daigne la chercher, si on est assez, si on a une volonté vraiment d'être équitable, dans la vision, et pas s'asseoir sur le fait que c'était son ami, donc forcément c'était son ami, elle a trahi. En fait l'autre feint l'amitié, ok, parce qu'elle a un intérêt caché ou une jalousie cachée qui va faire que elle va surinterpréter jouer de la surinterprétation sur des actes que je fais, d'accord, puisqu'elle se base sur des actes concrètement, ça c'est sûr. Et moi, si on vient chercher l'info de mon côté, on se dit, oui, non mais, le peu de personnes qui m'ont demandé des explications se sont dit, non mais, bon, oui, donc elle avait une raison aussi peut-être fondée, qui était de réagir comme ça, sauf que l'autre n'a pas voulu l'entendre, n'a pas voulu la voir, et que comme les autres sont au contact d'un groupe dont je n'ai pas connaissance, moi je reste dans mon mutisme, dans mon silence, puisque je suis dans l'ignorance. Voilà. Donc après, quelque part, il y avait une part d'inconscient qui emmagasinait les infos. Heureusement que le corps, l'être humain a été fait comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une part de conscience, l'iceberg hors de l'eau, et puis la part d'inconscient qui est l'iceberg en dessous du niveau de la surface de la mer.
Et c'est ça en fait qui m'a aidé aujourd'hui. C'est-à-dire tout a été emmagasiné inconsciemment en fait, hein, et puis après c'est ressorti dans la conscience petit à petit, quoi, voilà. C'est comme ça en réalité que ça s'est passé. C'est ça la vraie histoire. Donc merci à l'hypnose aussi de mettre en évidence ce genre de fonctionnement, hein, humain. Voilà. Et qui ont mis en avant aussi que les gens ils pouvaient faire des amnésies aux autres. Hein, d'accord, ça on s'en est beaucoup joué avec moi. Hein. Elle a vécu ça, on va lui faire une petite amnésie, voilà. Donc ça, à un moment donné, bon, c'est, je sais pas quoi dire, c'est une manière de voler la vie des gens, de rentrer dans la manipulation, etc. Il s'est passé des choses extrêmement graves, extrêmement graves. Tout ça pour dire que, en réalité, voilà, les personnes qui sont riches vivent des choses extrêmement compliquées, d'accord, et qu'il faut absolument avoir de la compassion pour les personnes riches. Il ne faut pas avoir seulement de la compassion pour les pauvres. Hein. Il y a des mauvais pauvres et des bons pauvres, et il y a des bons riches et il y a des mauvais riches. On va essayer de sortir de ce clivage-là en disant tel groupe c'est les méchants, tel groupe c'est les méchants. Non, il y a des bons patrons, il y a des mauvais patrons, il y a des mauvais employés, il y a des bons employés. D'accord? On va arrêter. On va mettre de la nuance un peu dans nos esprits. On va réapprendre à nuancer les choses parce que ça devient insupportable. Hein. Voilà. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà. Et que si les riches invitaient aussi des gens, par exemple pauvres chez eux, parce que s'il y a des gens qui n'ont pas de logement, et que l'autre il a 45 chambres, ça serait sympa aussi s'il a rien d'autre à foutre et qu'il a assez de pognon, de les prendre en charge, de vivre avec eux. Parce que il va plus s'ennuyer, et il va plus être seul, il va rencontrer des personnes d'un autre monde, peut-être que ça va lui permettre de les aider, de se reconstruire, et il va s'éclater en fait. Si vous voulez, pour un principe de je me préserve, parce que l'autre n'a peut-être pas mérité ce qu'il a fait, parce qu'il n'a pas mérité ce que j'ai à donner, oui, alors tu donnes pas, parce que tu considères que l'autre ne mérite pas, donc tu restes tout seul. Moi, au final, ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé de donner, peu importe. Je me dis, je me fais piller, de toute façon, j'en ai rien à foutre. Parce que c'était ça, hein. Je me disais, ok, je vois bien qu'il y a un truc que je capte, mais que je comprends pas complètement. Si les gens ont envie de me voler, qu'ils volent, j'en ai rien à foutre. Et au final, c'est ça aussi qui me sort de la merde, c'est-à-dire, je donne. Je donne. Et ça, quand je me suis convertie à l'islam, c'est vraiment un principe que j'ai aimé. C'est-à-dire, le principe de faire l'aumône, en fait, ça te lave. Ça te lave des péchés. Et dans tous les cas, ça te sauve. Ça va être utile pour toi, ça va te sauver à un moment donné. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire aussi. Ok. Et c'est tout ce qui compte. D'accord? C'est vraiment, 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 vraiment tout ce qui compte. Sortir des sentiers battus et ne pas se droguer ou se saouler la gueule parce qu'on est les seuls à mériter ce qui nous arrive. Le partage fait partie d'un principe divin. D'accord? Donc les gens qui vont faire rentrer le monde que tu vas accueillir chez toi, en fait, dans ta maison, tu sais, déjà, il aura été trié par Dieu, et que chaque personne que tu vas rencontrer va t'amener peut-être une épreuve, va te faire comprendre quelque chose sur toi, va te faire rencontrer une partie de toi que tu connaissais pas, parce que cette personne, elle t'a fait, cette relation que tu vas avoir avec cette personne va te faire changer ou comprendre des choses auxquelles tu n'avais jamais pensé, etc. C'est pour ça qu'il faut s'ouvrir en réalité au monde. Il faut s'y ouvrir. Voilà. Et s'y ouvrir, c'est pas seulement voyager. Hein, y a des façons de faire le voyage, plus que d'autres en tout cas. Et c'est pas que d'aller voyager dans des clubs et se réunir pour se saouler la gueule et partouzer en fait. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Surtout que je vous l'annonce, hein, partouze, orgie, fini. Ok, c'est ce que je vous conseille, hein, après vous faites comme vous voulez. À la limite, comme je l'ai indiqué, du voyeurisme dans des clubs, etc. C'est une chose. C'est la limite que je pose en tout cas, voilà, dans les délires. Mais plus de mélange comme ça entre hommes et femmes, tout ça, non.
Voilà, il faut que ça soit réglé au max 2 femmes pour un homme. Et les femmes, un homme pour une femme. Voilà. Sauf cas spécial comme moi. Voilà. Et c'est tout. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah ben oui, donc je voulais vous chanter donc une chanson de Jul qui m'a habité, qui continue de m'habiter parce que c'est cette chanson, parce que je me souviens une fois avoir fait un grand saut à Cassis, un grand plongeon. Et que c'était ça en fait, le fait de se jeter à l'eau. Aller dans la vie, aller vers l'inconnu, aller vers Dieu, c'est se jeter à l'eau en fait. Et donc la chanson de Jul, elle commence comme ça, c'est je me jette à l'eau. Donc je vais essayer de bien la chanter. Hop. Putain. Je me jette à l'eau, y a que des salauds. Je pleure des larmes et je... Attends, c'est quoi? Je pleure des larmes, j'ai peur de couler de mon bateau. Je me dévoile pas trop, me cherche pas trop. Plus je ris, plus je coule. Non, c'est quoi? Plus je ris. Plus je ris, plus je coule. Plus je vois des petits jouer les patrons. Alors je me jette à l'eau, oh oh oh. Et je me jette à l'eau, oh oh oh. Je me jette à l'eau, oh oh. Je me jette à l'eau, oh oh oh. Je me jette à l'eau, oh oh oh. Je me jette à l'eau, oh. Je me jette à l'eau, oh oh. Je me jette à l'eau. Voilà. Après c'est son sans limite. Après c'est voilà. Après je suis pas assez forte, pas aussi forte que lui. Mais c'est la chanson qui m'a remonté le moral quand j'étais dans ma voiture, souvent seule en fait. J'avais cette image-là où, de toute façon, je m'en bats les couilles, il faut que je me jette à l'eau, il faut que j'y aille, quoi. Donc je savais, en fait, c'était vraiment ambivalent. C'est-à-dire, en même temps, je sentais que je faisais un truc important. Des fois, j'avais des trucs, je me disais, ouais, il se passe un truc. Mais je continue à faire les choses sans réfléchir, mais bon, maintenant, je sais que voilà, les choses que je pressentais, et ça existe vraiment. Sauf qu'il y avait toujours des personnes pour dire non, c'est pas vrai, ce que tu penses c'est faux, ça existe pas, voilà. Et après, des fois, quand j'étais en soirée, de toute façon, tu comprends rien, mais toi, t'es pas passé, mais toi, t'es bidon, mais toi, ci, mais toi, là. Que des trucs comme ça, en fait, de grosses putes, en fait. Voilà. Donc, en réalité, moi, j'ai pas trahi. Hamdoulillah. Et c'est tout. Et je comptais absolument pas trahir. Comme on dit, cette expression, c'est celui qui dit qui est. Voilà, des fois, elle marche bien, ça marche bien, ce truc-là. Voilà. Hein. En fait, c'est celui qui dit qui est, c'est-à-dire quand il agresse en premier. C'est-à-dire, il insulte la personne en premier d'un truc faux, tu sais. Voilà. C'est si à un moment donné, l'autre est vraiment dans une agressivité, dans une méchanceté gratuite, alors que toi, t'étais calme au départ, et que t'as envie de lui dire, mais toi, t'es quoi, en fait? T'es une connasse ou je sais pas quoi. Ça veut pas dire que c'est toi qui dis qui est. Tu réagis par rapport à un constat. Voilà. Mais quelqu'un qui te dit ouais, t'as trahi alors que t'as rien capté, tu sais pas de quoi on te parle, tu dis j'ai trahi quoi. Bon, à un moment donné, c'est juste que t'as pas calculé à trahir, tu sais. À un moment donné, faut arrêter, tu sais. Tu sais pas comment ça marche en fait. Ou alors après, c'est que les gens ils usent des stratégies de manière à ce que tu te trouves dans une position où tu trahis pour pouvoir t'en sortir, tu sais. Donc c'est de la merde. Dans tous les cas. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que j'ai rien contre personne et que je sais faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de nuances dans ma vie, alhamdoulilah, et que j'ai rarement jugé des personnes et que j'ai laissé beaucoup de chance à beaucoup de personnes qui ont continuellement continué à choisir de me faire du mal, hein, d'accord? Donc à mon nez, c'est vrai que je laisse beaucoup de chance. J'ai assez eu d'expérience de vie pour aujourd'hui décider que la compassion et la pitié, ça sera seulement envers les personnes qui en sont capables. Voilà. Sur ce, bonne soirée.